Salut, aujourd'hui j'espère que tu es fort et motivé. Je suis Benoît de Smith, je suis entrepreneur et investisseur immobilier belge et aujourd'hui on voit ensemble pourquoi tu ne dois pas te mettre en société lorsque tu fais ton premier investissement immobilier. Beaucoup de personnes belges qui suivent les Français souvent me posent l'une de ces questions-là. Oui, comment ça se passe au niveau fiscalité dans le domaine de l'investissement immobilier belge? Est-ce qu'il faut créer une SCI? Est-ce qu'il faut créer une société? Est-ce que c'est mieux d'investir en personne physique? Est-ce qu'on ne va pas se faire dégommer dans les impôts belges par rapport à nos revenus immobiliers, etc. etc. Pourquoi? Parce que énormément de Français en fait tirent une sirène d'alarme. Attention, attention, vous allez vous faire détruire au niveau des impôts, vous allez payer beaucoup d'impôts, votre investissement ne va pas être rentable. Alors je le dis directement pour diverses raisons, l'immobilier belge et l'immobilier français est complètement différent. D'accord? Il existe deux manières de pouvoir donc faire un investissement immobilier en Belgique. La première, c'est d'investir, on va dire en bon père de famille, d'investir en tant que personne privée, donc comme toi, comme moi. Donc je suis Benoît de Smith, j'achète un bien immobilier que je vais mettre en location. À ce moment-là, les revenus de la location vont être considérés comme revenus immobiliers et pas comme revenus professionnels. C'est un investissement, on va dire à long terme, etc. Ça va me permettre de gagner quelques petits sous tous les mois, par exemple de 150-200 euros de cash flow par mois. D'accord? Cet argent-là, le bénéfice qu'on obtient, l'argent qu'on touche tous les mois, ou même l'argent que les locataires nous donnent et qui nous permettent de rembourser le bien qu'on vient d'acheter, n'est pas imposé au niveau en tout cas des bénéfices. Les bénéfices que l'on a n'est pas imposé. D'accord? Par contre, nous, on a donc de grosses taxes forfaitaires sur les acquisitions immobilières que l'on a. Ça veut dire que lorsqu'on va acheter un bien, par exemple en Wallonie, parce que je connais bien la Wallonie, du côté de Liège, on va payer 12,5% de droits d'enregistrement. Et en plus de ça, vont se rajouter les honoraires du notaire, les frais annexes, etc., etc. Et donc du coup, on va devoir payer beaucoup plus que les Français et on va être taxé donc beaucoup plus fort à l'acquisition du bien. Donc ça, c'est une taxe que l'on paye. On va également avoir ce qu'on appelle le précompte immobilier qui est basé sur le revenu cadastral. Donc c'est en fait une taxe foncière, donc une taxe sur le fait de posséder le bien qui va être majorée. Elle va être majorée parce qu'on met en location. D'accord? Mais elle va être majorée par rapport au revenu cadastral. De nouveau, ça n'a rien à voir avec les bénéfices qu'on arrive à générer avec le bâtiment. Ok? Ça signifie que on va payer ces taxes-là. Et puis après, ben voilà, qu'on arrive à générer 1000 euros de bénéfices de notre investissement immobilier ou qu'en fait on soit même en perte, d'accord? On ne peut ni déduire nos pertes, ni rien déduire, pas déduire les travaux, rien du tout des taxes. Mais par contre, si on arrive à être en bénéfice, on ne paye pas non plus d'impôt sur le bénéfice. Et cet argent-là ne se rajoute pas à nos revenus professionnels et donc du coup, on n'est pas imposé dans les mêmes tranches que nos revenus professionnels. Ça, c'est si on investit, je veux dire, en bon père de famille, dans quelques biens qu'on a quelques centaines ou qu'on a 1 millier, 2000, 3000 euros de revenus immobilier, mais que ça n'est pas notre activité principale. D'accord? Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui, lui, fait très souvent des investissements immobiliers et qui il gagne tellement par mois que c'est supérieur à son revenu professionnel. Donc, il va commencer à gagner 1500, 2000, 3000 euros par mois de cash flow. Ben là, forcément, il risque d'avoir de grandes chances que les impôts lui tombent dessus et qu'il lui disent écoutez monsieur, c'est bien beau, vous faites des investissements immobiliers, vous ne payez pas beaucoup d'impôts dessus, mais nous on voit très bien que vous faites ça comme activité professionnelle. C'est-à-dire que vous gagnez plus d'argent avec ça qu'avec votre profession. Et en plus de ça, vous ne venez pas nous dire que gérer un tel patrimoine, ça ne vous prend pas du temps, etc., que vous ne devez pas investir de l'argent. Et donc du coup, ils vont considérer que la personne ne fait plus ça en tant qu'investisseur bombeur de famille, par exemple pour sa pension, mais comme réellement un vrai business qui va lui permettre de vivre continuellement. En fait, la personne se crée son propre métier en investissant dans le domaine immobilier. Ça, ce sont deux choses différentes. Et les personnes que l'impôt décide que les personnes le font en tant qu'activité principale, forcément, les revenus deviennent des revenus indépendants, deviennent des revenus du travail et là on a imposé dans les mêmes tranches d'imposition que si on est employé ou indépendant.
Une fois qu'on est considéré comme travailleur, il y a deux possibilités. Alors, ou on reste en personne physique, avec nos rentrées donc professionnelles de nos investissements immobiliers, d'accord, donc on paye des impôts dessus, donc c'est exactement comme si on était indépendant, ou alors on se met en société. Alors, beaucoup de personnes parlent de société, etc., sans savoir exactement comment ça fonctionne. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une société? Juridiquement parlant, donc c'est une personne morale, c'est une autre personne que toi-même ou que moi-même, d'accord? Donc moi je travaille en société, dans mes autres business, que ce soit donc vente de formation ou en tant que consultant informatique, j'ai une société. Cette société-là, c'est elle qui est responsable de l'activité commerciale et qui est la personne qui envoie les factures, etc. D'accord? Moi, je suis ses bras, ses jambes et le décisionnaire, mais ce n'est pas moi qui fais l'action de vendre les différentes choses, etc. D'accord? Donc, on a une personne, un intermédiaire en plus entre les clients et l'argent que l'on touche. Et cette entité, qui est la personne morale, qui est la société, elle permet de pouvoir gérer différentes choses. Ça veut dire que la société, c'est elle qui définit le salaire que l'on touche. Et donc du coup, définit forcément les impôts qu'on va payer chaque année sur nos revenus, comme c'est elle qui décide les revenus que l'on a. C'est comme si la société nous versait un salaire. Peu importe ce qu'elle gagne énormément ou pas beaucoup, c'est elle qui décide. Donc d'abord, la société permet de diminuer les responsabilités, donc d'être moins responsable. Si on gère notre société, un bon père de famille, elle permet d'être moins responsable si à un moment donné si on tombe en faillite par exemple, et donc du coup c'est la société qui doit rembourser les fournisseurs, etc. et pas nous-mêmes. Donc souvent des personnes se mettent en société pour pouvoir couvrir un peu leur activité et protéger leurs biens déjà acquis et leur famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle permet, comme je viens de le dire, de pouvoir gérer différemment les rentrées d'argent. Elle peut décider le salaire que l'on a, mais elle peut aussi donner des dividendes, donc fournir des dividendes si on possède des parts de la société, et on peut également plus facilement gérer un business à plusieurs personnes dans une société que lorsqu'on est en personne physique. Ça, c'est le système de société. Le problème des sociétés, c'est que le coût de gestion est beaucoup plus élevé, d'accord, et qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment de système de société qui soit plus intéressant que d'être en personne physique pour gérer des biens immobiliers. Il faut avoir de grosses rentrées pour dire que ce soit intéressant de créer une société parce que les coûts de gestion sont assez élevés. Voilà pour le côté, donc, ou être indépendant ou être en société. Alors, ok, tu vas me dire super, donc ça, tu m'as un petit peu expliqué comment ça fonctionne et tout, mais à quel moment on risque de devenir un professionnel de l'immobilier ou plutôt être un investisseur bon père de famille? Donc vraiment, à quel moment est-ce qu'on va avoir la différence entre les deux? En fait, ça va être un peu une interprétation de la façon dont tu gères tes biens immobiliers. Si on voit très clairement que tu vises des taux de rentabilité hyper élevés et que tu accumules souvent, donc tu répètes souvent l'action d'acquisition, que tu acquiers par exemple 2 biens par an ou 1 bien par an et qu'on voit que tu atteins des rentabilités élevées, que tu investis beaucoup de temps et que tu gagnes beaucoup d'argent et beaucoup plus que tes rentrées professionnelles, évidemment tu vas te faire remarquer et tu vas être rapidement catalogué comme un marchand de biens, en tout cas quelqu'un qui vit de manière professionnelle tes rentrées immobilières. D'accord? Ça c'est pareil dans l'achat-revente. L'achat-revente, si tu achètes tous les 2 ans un bien et que tu le revends, forcément, après plusieurs, ils vont détecter que tu fais ça pour gagner de l'argent et pas comme un investisseur à long terme. Et donc, du coup, tu vas être imposé beaucoup plus fort sur les bénéfices. Après, c'est pas spécialement grave. Si tu arrives à générer des gros bénéfices, c'est pas grave de donner une partie à l'État, d'accord? Ça te permet de pouvoir évoluer en étant en ordre et de pouvoir également déduire énormément de choses dans le cadre de tes rentrées financières qui viennent de l'immobilier. Parce que le fait de payer des impôts, ça permet aussi de déduire les frais. Et donc d'autres taxes, d'autres systèmes de fonctionnement, enfin tout ce qui est le coût de fonctionnement peut être déduit de la tranche imposable. Et donc du coup, au final, on ne paye quand même pas spécialement énormément d'impôts parce qu'on ne paye des impôts que sur le réel bénéfice que l'on obtient de notre activité dans le domaine de l'investissement immobilier. Mais si tu veux investir dans les premiers biens, je t'invite réellement à investir en tant que personne privée, de ne pas spécialement pouvoir déduire, mais en tout cas de ne pas réussir à ne pas devoir payer d'impôts sur les bénéfices que tu vas réussir à générer.
Parce que si tu arrives à faire un investissement avec peu de frais, c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour toi dans un premier temps. Je partage énormément d'autres astuces et d'autres choses qui sont intéressantes à savoir pour ne pas faire des erreurs dans le domaine de la fiscalité dans une de mes formations qui est disponible encore ici à moins 50% jusque dimanche. Donc si ça peut t'intéresser, je t'invite à aller regarder donc sur le lien en dessous de la vidéo et on se retrouve dans la formation. Sois fort, à très bientôt. Ciao ciao.